Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des dangers de l'OSINT avec Sylvain Hagery. Bonjour Sylvain. Bonjour No Limit Sécu. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Jérôme 16. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Vladimir Collat. Bonjour. Alors Sylvain, on a déjà réalisé plusieurs épisodes ensemble, mais pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, alors Sylvain Hagery, pseudo Navlis. Auparavant, j'étais consultant en sécurité, notamment sur la partie GRC, mais aussi spécialisé sur la partie Red Team, enfin sur la partie OSINT, ingénierie sociale et intrusion physique. Et en 2016, j'ai créé le Spying Challenge, que j'avais présenté au sein de No Limit Sécu. En 2019, j'ai cofondé l'association OSINT-FR, qui regroupe à peu près 18 000 personnes un peu partout dans le monde sur la thématique de l'OSINT. Et maintenant, j'ai monté une boîte qui s'appelle Epios, qui est un outil OSINT pour les professionnels de l'investigation, aussi bien privés que forces de l'ordre et gouvernement, pour investiguer majoritairement des adresses mail et des numéros de téléphone. Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas du tout l'OSINT, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est en quelques mots ? Alors, l'OSINT, c'est l'acronyme pour Open Source Intelligence. En français, on pourrait dire ROSO, R-O-S-O, pour renseignement d'origine source ouverte. Vous pouvez le rajouter dans Bitoduc si c'est pas encore rajouté. En gros, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être un ensemble de méthodes qui vont vous permettre de collecter et d'analyser de l'information librement accessible. Alors, qu'est-ce qu'une information librement accessible ? J'ai une définition que j'aime beaucoup de Hervé Le Toqueux, qui est le directeur des opérations de Viginum, qui est aussi le cofondateur de OpenFacto. Et il dit, pour que l'information soit considérée comme librement accessible, il faut qu'elle soit acquise sans ruse et sans stratagème. Donc on ne va pas rajouter une personne en ami sur LinkedIn, sur Facebook, ce genre de choses, et sans contrainte. Donc on ne va pas faire une réquisition judiciaire. Et en réalité, tout le monde fait de l'OSINT. Quand on fait une recherche sur Google, on fait de l'OSINT. Quand on lit un journal, on fait de l'OSINT. Quand on récupère une imagerie satellite, que ce soit sur Google Earth, on fait de l'OSINT, mais également si on achète de l'imagerie satellite chez Planet, chez Maxar, qui sont des fournisseurs commerciaux d'imagerie satellite, on va faire de l'OSINT. Donc une donnée commerciale peut également être considérée comme librement accessible. Très bien, merci pour ces précisions. Vlad, est-ce que tu veux bien nous expliquer pourquoi est-ce que tu as proposé de réaliser cet épisode ? Alors oui, j'ai proposé cet épisode parce que j'ai assisté à une présentation, à une réunion de RSSI il y a peu de temps. Et au cours de cette présentation, une personne a annoncé faire de l'OSINT et en particulier travailler sur différentes affaires. Il citait un exemple où il intervenait face à des cybercriminels, voire des vrais mafieux, enfin des mafieux physiques, et avait un téléphone à double SIM qui était son téléphone personnel et avait utilisé une SIM jetable pour communiquer avec ces criminels. Et en fait, s'est trompé en appelant avec son téléphone personnel, ce qui fait que les criminels avaient son téléphone, l'ont rappelé, et sur sa messagerie, il y avait « Bonjour, je suis Jean-Michel OSINT, laissez un message après le bip sonore », et donc après, il s'est fait harceler, menacer, il a dû déménager, etc. Mais ça, c'est pas la minute fail ? Ouais, ça pourrait. Et en fait, j'ai trouvé ça très, très surprenant, parce qu'en fait, des basiques de l'OPSEC, donc de l'Operational Security, c'est-à-dire de la sécurité opérationnelle que l'on doit avoir quand on commence à faire des choses un peu tendues, dangereuses, les bases n'étaient pas appliquées. Et donc, j'ai souhaité qu'on aborde ce sujet entre nous, en particulier avec Sylvain, parce que je trouve que c'est quand même dangereux. Enfin, l'OSINT, ça peut être dangereux, ça peut mettre en danger la personne qui la pratique. Il peut y avoir aussi des problèmes d'éthique. Il peut également y avoir des problèmes de biais cognitifs, on peut accuser des personnes à tort, etc. Et on peut même en arriver à compromettre des preuves, des enquêtes en cours, des forces de l'ordre. Donc voilà, je souhaitais qu'on en discute ensemble aujourd'hui par rapport à cette histoire. Il y a quand même deux sujets, il y a se protéger soi-même et protéger les autres. Parce que, oui, effectivement, ne pas rentrer dans des réseaux de cybercriminels avec des vraies identités ou des identités facilement traçables, c'est un vrai sujet, surtout pour tous les jeunes que j'ai pu voir dans les événements récents et qui font de l'OSINT avec passion depuis l'adresse IP de leurs parents. Après, il y a l'autre problème qui consiste à
annoncer à tort que, par exemple, telle entreprise a une fuite de données, alors qu'en fait, c'était pas du tout une fuite de données, c'est juste un repackaging de dump existant. Mais ça, on va dire, ça fait du tort aux autres, ça fait pas du tort à soi-même. Et il y a, tu l'as mentionné tout à l'heure aussi, il y a le risque de griller des enquêtes en cours. Alors, c'est peut-être plus compliqué de savoir qu'il y a une enquête en cours, mais c'est un risque qu'il faut avoir en tête quand on commence à outer des trucs. Oui, des gens peuvent se laissent pousser les ailes et se prennent pour des héros et peuvent arriver sur des chaînes Telegram de cybercriminels ou de gens ou de pédophiles, des choses comme ça, penser faire justice et en fait faire fuir les gens alors qu'il y avait une enquête en cours. Exactement. Et bousiller des semaines ou mois de travail. Des mois de travail. Je l'ai vécu sur de la réponse à incident avec des IOC où les autorités nous ont demandé de ne pas les partager alors que notre premier réflexe aurait été de le partager, mais en fait il valait mieux ne pas les partager parce que si ces IOC fuitaient, les criminels en face auraient été au courant qu'ils sont sous surveillance et ça aurait tué une enquête en cours par exemple. Donc quelles sont les bonnes pratiques, ou plutôt est-ce qu'on peut partir des échecs pour montrer ce qu'il ne faut pas faire et donc ce qu'il faut faire? En fait, il y a quelque chose, c'est assez intéressant parce que en réalité, beaucoup de personnes qui vont donner des formations au SINT, le premier chapitre qui est réalisé par la plupart des personnes, c'est l'OPSEC en fait. C'est la sécurité opérationnelle et notamment on va aborder ce qu'on appelle le threat model, le modèle de menace. Contre qui on se défend. Et donc bien évidemment, si vous faites de l'OSINT qui va être une due diligence basique, aucune idée sur vous travaillez dans une entreprise sensible, vous avez juste besoin de voir si la personne n'a pas menti sur son CV ou si c'est pas un travailleur nord-coréen. Par exemple, on pourrait en rediscuter parce que c'est le truc qui est pas mal à la mode, notamment aux États-Unis. Vous allez faire de l'OSINT, vous allez faire une recherche sur le LinkedIn de la personne et peut-être sur Google, nom, prénom, voir s'il y a des articles de la personne et tout ça. En revanche, si vous faites de l'OSINT sur un service de renseignement, bien évidemment, vous n'allez pas avoir la menace qui est en face de vous, la personne que vous allez investiguer va pas avoir accès aux mêmes informations. Ok ? Et donc, bien évidemment, il faut se dire, suivant la personne que je vais investiguer, suivant contre qui je me protège, quelles sont les mesures que je vais mettre en place. Donc la plupart des mesures, ça va être faire ce qu'on appelle des sock puppet accounts, donc des faux comptes. C'est vraiment la base, pour le coup. On va avoir, pour créer des faux comptes, bien évidemment, on peut créer des faux comptes avec son PC, on peut créer des faux comptes avec son numéro de téléphone, mais le mieux, c'est peut-être d'avoir une carte SIM. C'est avoir une carte SIM dédiée uniquement à ça, avec une identité qui n'est pas liée à l'identité de la personne, mais toujours la même chose, ça dépend contre qui vous allez investiguer. On peut prendre des cas, notamment, peut-être que vous connaissez la Katiba Denarvalo ou CtrlSec. En gros, c'est des groupes sur Twitter, il y a plusieurs années, c'est encore un peu actif, mais beaucoup moins. Ils se sont dit, nous, on va investiguer sur tous les djihados, toutes les personnes qui font du djihad, qui sont de nationalité française. Pour mettre en place ce genre de choses, il faut avoir une bonne OPSEC. C'est pas la personne qui se dit tiens, j'ai fait des challenges aux INT, c'est bon, j'ai fait des CTF, je suis arrivé 3e ou je suis arrivé 1er, je suis trop fort. Ça s'improvise pas parce que bien évidemment on a un vrai risque pour la sécurité physique et pour les enquêtes comme vous le disiez et tout ça. Et à des moments on ne prend pas conscience, je pense, des moyens que va avoir la personne que l'on va investiguer. Je sais pas si vous avez vu, il y a aujourd'hui, le jour de l'enregistrement de ce podcast, vous avez un journaliste, donc Lorenzo de TechCrunch, qui est assez connu sur la partie Zero Day, tout ce genre de choses et tout ça. Il a posté un article, notamment sur le cartel mexicain qui a hacké des téléphones du FBI pour pouvoir savoir avec qui le FBI discutait, quels étaient les informateurs pour buter les informateurs. Ils avaient également, il me semble, accès au réseau de vidéosurveillance de Mexico City, il me semble, ce genre de choses, pour pouvoir en même temps suivre les voitures du FBI, tout ce genre de choses à distance pour voir avec qui ils allaient faire des rencontres, tout ce genre de choses. Et là, on peut se dire, ah ouais, mais moi, en fait, j'ai envie de faire un article OSINT sur Medium ou sur je ne sais quoi, ou sur Twitter, juste pour montrer que je suis trop fort sur la partie investigation de cartel mexicain. Mais vous n'êtes pas au courant qu'en fait, le cartel mexicain va être en mesure de pirater votre téléphone et de vous buter potentiellement. Désolé, hein, je parle avec un jargon vraiment... je parle un peu comme un charretier, mais c'est la réalité. Les personnes ne vont pas faire la distinction. Parce qu'il y a une personne qui investigue, peut-être que c'est une source d'un service de renseignement, peut-être que... Donc, ils préfèrent prendre des précautions. Et vous connaissez certains, même mafias italiennes, qui sont assez connues pour tuer les personnes sur plusieurs générations pour être sûr que la famille n'existe pas et qu'il n'y ait plus du tout de fuite dans le futur. Donc il y a un vrai risque.
Oui, par rapport à ce que tu disais sur les téléphones, typiquement, faut adapter. C'est-à-dire que si c'est un recrutement que tu fais, tu peux potentiellement te permettre d'avoir ton propre téléphone avec ta propre SIM. Si effectivement tu commences à avoir une menace qui est rance, mafieux, etc., il vaut mieux avoir un téléphone jetable que tu vas acheter en liquide au puce de Saint-Ouen ou autre, avec une SIM que tu vas payer en liquide, sans donner ton identité, etc., ce qui te permettra d'avoir au moins du matériel assez propre pour pas te faire retracer. Oui, complètement. Mais après, bien sûr, ça met du temps. Moi, j'ai eu le problème avec des forces de l'ordre qui font de l'OSINT. Mais en fait, tu sais, t'as pas de budget, donc ils n'achètent pas des outils. Et je tiens à le préciser que l'OSINT, ça, c'est pas forcément des outils, c'est surtout un état d'esprit, un esprit de chasseur et tout ça. Alors, je suis mal placé parce que je vends des outils, mais je le dis même aux personnes parce que les outils en OSINT vont vous permettre d'accélérer votre investigation, de faciliter, d'automatiser des investigations que vous pouvez faire à la main. Un truc tout bête, par exemple, que moi je fais, comment Epios est né, en 2020, je vois un mec qui s'appelle Sector 035 sur Internet, sur Twitter, qui montre comment retrouver les avis Google Maps depuis une adresse mail Gmail. Ok ? Je vois la chose, bon bah ok, il faut juste aller dans le code source, il y a de la génération de tokens, ce genre de choses, etc. Très bien, mais en fait le problème c'est que les journalistes, les forces de l'ordre, bah, ils savent pas utiliser Python, ils savent pas utiliser Linux, ça va être un peu fastidieux pour eux. Donc en fait, je décide d'automatiser ça et de faire une interface web. Ça, c'est la chose de base. Donc quand on va faire de l'OSINT, vous avez un numéro de téléphone, bah, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez rajouter le numéro de téléphone dans votre carnet d'adresse, vous allez partager le carnet d'adresse avec TikTok, avec Snapchat, avec WhatsApp, et puis vous allez pouvoir récupérer de l'information. Notamment sur WhatsApp, vous allez récupérer la photo de profil. Juste parce que ça a synchronisé, ça a dit que c'était un contact potentiel. Et en fait, j'ai beaucoup de personnes, pour le coup, qui ont fait cette manipulation, juste de rajouter un numéro de téléphone dans un contact, de aller sur WhatsApp, de cliquer sur le profil de la personne, de cliquer sur la photo de profil pour pouvoir faire un screenshot et avoir une photo de profil à mettre dans le rapport. Mais sauf que, très régulièrement, on a des gros doigts, on appuie sur envoyer un vocal, on peut appeler la personne malheureusement, on peut faire plein de choses, on peut envoyer un message et ensuite supprimer le message directement par la suite. Et en fait, ça arrive plus qu'on ne le pense, vraiment. Et en gros, là, vous avez cramé une enquête, quoi, en fait. Ça, c'est mon expérience de plutôt SRE qui va parler, parce que moi, je suis pas spécialiste de l'OSINT, mais il faut partir du principe qu'il va y avoir des erreurs, aussi bien humaines que matérielles. Et donc, tout le principe de la résilience ou de l'antifragilité, c'est de devoir avoir plusieurs niveaux de défaillance pour que ça soit vraiment un incident. Bien sûr, mais en fait, tu vois, par exemple, tu vas avoir... je prends un vrai cas où on a fait une enquête et tout ça, sur un fugitif, enfin pour des forces de l'ordre spécifiques. En gros, tu chopes une adresse mail ou tu chopes un numéro de téléphone sur du contre-terrorisme, admettons. Cette adresse mail est utilisée que par 3 personnes pour communiquer. Okay ? Si tu utilises une technique, par exemple, où tu as trouvé un outil sur GitHub qui est génial, qui te dit où est-ce que l'adresse mail est enregistrée sur quel site web et tout ça, et ça te dit non, mais t'inquiète, ça va pas alerter la cible. Tu l'utilises, ça alerte la cible, toi tu t'en rends même pas compte que ça alerte la cible, les mecs ils arrêtent de communiquer parce qu'en fait l'adresse mail elle a été utilisée que par 3 personnes, elle est connue que de 3 personnes, ça veut dire que si on a une tentative de connexion ou si on a, attention, quelqu'un essaie de se connecter ou vous avez demandé un reset de mot de passe ou ce genre de choses, en fait t'as cramé ton investigation et les mecs ne vont plus du tout parler et ils vont changer de mode de communication. Et ça c'est quelque chose, c'est la réalité. Je connais beaucoup de personnes qui utilisent certains outils qui sont sur GitHub. En réalité, il te dit que ça ne notifie pas la cible, mais l'outil il a été créé il y a 2 ans, il y a 3 ans, il est plus maintenu. Donc en fait, les choses que tu utilisais, des endpoints que tu utilisais pour vérifier qu'une adresse mail est enregistrée ou pas, maintenant automatiquement elle enregistre le compte. Ou alors automatiquement elle envoie un magic link par mail. Et en fait c'est pas pris en compte et les personnes ils utilisent, ils testent pas les outils et donc ils se font cramer comme ça, quoi. Je pensais plus aux gens qui oublient de monter les VPN, ce genre de choses. Je suis même arrivé à Reçu-le-Riche où, tu vois, il suffit d'une fois où ton IP se retrouve dans un log et c'est fini, quoi. Donc tu comptes pas sur le fait que le VPN va pas planter. Tu mets un deuxième niveau de firewall qui va bloquer toutes les requêtes sortantes hors passerelle VPN, etc. Mais après, ça dépend de ton strat modèle. Si tu investigues, je sais pas, le criminel qui est juste en bas de ta rue et tout ça, juste de mettre en place le VPN, c'est peut-être suffisant et c'est pas la NSA. Je veux dire, ils vont pas avoir accès forcément à du rebond ou ce genre de choses. Ça dépend vraiment. Il faut pas faire de la sursécurité. Et on est dans le même parallèle que dans la cybersécurité. Si tu mets trop de sécurité dans tes missions, en fait, tu vas casser le business ne pourra pas avancer, etc. Et là, c'est la même chose. Si tu mets trop de sécurité sur de la partie OSINT,
bah, bien évidemment, en fait, ça va ralentir les mecs et tu pourras pas. Pourquoi ? Parce que tu mets un VPN. Désolé, mais Google, en fait, ça va être impossible de solve des captchas, ce genre de choses. Alors, j'extrapole la chose, on utilise plus que souvent des VPN, mais tu vois, c'est que si tu mets trop de sécurité à des moments, bah, tu vas être cramé. Et quand tu vas créer un faux compte, par exemple, un SockPuppet, bah, bien évidemment, il voit que t'es un VPN, donc tu te fais ban beaucoup plus facilement parce qu'il se dit que c'est un mec potentiellement chelou, quoi, tu vois. Donc, il y a ce genre de choses aussi à prendre en compte, quoi. Je vais m'adresser aux auditeurs et leur demander de lever la main si jamais ils ont déjà réutilisé le même mot de passe sur 2 sites différents. Et dans l'obsèque, c'est pareil, tu vois, une fois que tu as un SockPuppet qui a 5 ans d'ancienneté, qui a une très bonne réputation sur Twitter ou autre, tu as quand même envie de réutiliser. Des fois, tu réutilises. Et au début, bah ok, tu vas utiliser ça pour aller vérifier un Nord-Coréen. Les Nord-Coréens sont pas très bons pour aller assassiner des gens à l'étranger. Mais en fait, 2 ans plus tard, tu as besoin de ce compte sur je sais pas quel site qui depuis est passé en privé. Et tu n'avais que le compte que tu avais créé il y a 2 ans et tu vas le réutiliser. Et peut-être que ta prochaine cible, elle sera un peu plus vénère. Mais c'est surtout que, en plus, c'est ce que j'aime bien dire dans mes formations, c'est faut partir du principe que une information qui est secrète, qui est confidentielle aujourd'hui, ne le sera pas toute la vie, quoi. Enfin, et on est très bien placé ici pour le savoir, hein. Quand on crée un compte, on a vu par exemple Yandex Food, qui est l'équivalent de Uber Eats en Russie. Fuite d'informations, vous avez le nom-prénom de tous les mecs du FSB qui se commandent des kebabs entre midi et 2, quoi. Enfin, et bien évidemment, c'est assez intéressant. Et ce que tu disais sur les mots de passe, c'est ultra pertinent parce que j'ai résolu des enquêtes de manière très simple à des moments. On a une enquête sur du pédo notamment. On a une personne qui a un compte bien spécifique. Qui est son nom, prénom, etc., qui est avec un mot de passe bien spécifique. On utilise certains services de fuite d'informations qui mettent à disposition de l'information qui a leaké, qu'ils ont récupéré sur différents forums et tout ça. On fait une recherche juste inverse du mot de passe et on tombe sur tous les autres... Enfin, je sais pas, admettons, le pseudo du mec, c'était John Doe 591, et ensuite on tombe sur John Doe 625 @hotmail.com, alors que c'était aussi du Hotmail. Bah là, en fait, en effet, c'est sûrement le même mec et on a guess des adresses mail où on va pouvoir pivoter plus facilement et puis choper la personne. Donc en fait, les failles d'obsèques, bien évidemment, c'est aussi ce qu'on va utiliser pour pouvoir traquer les criminels, etc., quoi. Ouais, la difficulté, c'est que normalement, c'est une identité, un usage, et tu ne réutilises pas. Et en fait, ça t'oblige à continuellement recréer des comptes, des identités, des mails, etc. pour potentiellement plus tard. Et en fait, quand on arrive à ça, c'est que tu te rends compte que c'est toute une organisation. Et en fait, normalement, tu as des personnes qui sont chargées de faire ça, pour le compte d'autres personnes qui vont les utiliser, pour le compte d'autres personnes, etc. Donc en fait, c'est toute une organisation complexe. Et seule, c'est très compliqué à faire. Ça se fait, hein, mais c'est difficile. Il ne faut pas être feignant pour faire de l'OSINT. En fait, le cas, et pour le coup, on connaît très bien ça parce qu'on fait pas mal de R&D là-dessus. Normalement, en effet, c'est un compte, enfin une légende, une fausse identité par investigation. Oui. Parce que si aujourd'hui tu investigues sur le cartel, tu as fait tes synchronisations de contact avec ce compte et tout ça, et que, je sais pas, dans 2 semaines, on te demande de faire une due diligence sur, je sais pas, une entreprise qui est l'entreprise de ton pote, bah, tu vas utiliser le même SockPuppet, et en fin de compte, bah, Facebook, Google va voir que tu t'es renseigné, que tu as fait des recherches sur des personnes qui sont de tel cartel et aussi de telle entreprise. Et donc s'il y a une fuite d'informations demain, bah, bien évidemment, on va voir le lien. Mais sans rentrer dans la partie fuite d'informations, juste sur les contacts qui sont suggérés par Instagram, par Snapchat, par tout ce genre de choses, parce que c'est basé sur tes recherches, c'est basé sur ta localisation, sur tout ce genre de choses, tu peux te faire avoir. Et il y a un truc qui est assez intéressant aussi, qu'on oublie beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'ADINT. Je sais pas si ça vous parle ou pas du tout, l'ADINT, non ? L'ADINT, c'est la publicité en ligne, ça me parle un peu, mais... Ouais, c'est de l'Advertising Intelligence. Et en gros, maintenant, en fait, vous savez, vous utilisez des applications qui vont être gratuites. Et donc, ces applications, pour vivre, bah, elles vous affichent de la publicité. Et en fait, il faut savoir que chaque device va avoir un identifiant publicitaire unique, ce qu'on appelle un ad ID. Et en réalité, vous avez des entreprises dans différents pays qui vont acheter auprès des brokers de data, de brokers de publicité, des bases de données entières de tous les ad ID. Donc en gros, je sais pas, la data, ça va être tel numéro d'ad ID, donc qui est pseudonymisé, hein, a vu telle publicité depuis telle application, tel jour, telle heure et depuis telle localisation géographique. Et en fait, vous achetez des quantités phénoménales de data tous les jours, vous les mettez dans un outil qui est commercial, et cet outil commercial vous permet de dessiner un carré autour d'un certain service
autour d'une zone géographique. Et comme ça, vous pouvez identifier, vous pouvez désanonymiser des ZID et voir l'ensemble des parcours, l'ensemble des trajets qui ont été faits par la personne, parce qu'elle est localisée en permanence. Et en fait, ça, c'est génial pour pouvoir faire de l'investigation. Alors, côté RGPD, je ne suis pas juriste et je ne suis pas le meilleur là-dessus, mais c'est des choses qui sont utilisées. Et ça peut être des choses qui vont être utilisées par des puissances étrangères, mais également potentiellement par des personnes, des criminels. On a le cas, notamment, vous voyez très bien avec Pegasus qui était utilisé par certains cartels aussi au Mexique, on peut avoir un mauvais usage de ce genre de choses. Et en fait, il ne faut pas se cacher derrière la chose en mode « Ah non, mais RGPD, c'est illégal, on ne va pas utiliser... » Non, la puissance étrangère, les Américains, les Israéliens, tout ce genre de choses, ils vont l'utiliser. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste planqué derrière notre petit mur à se dire « Non, mais on ne va pas me retrouver ?» Et il faut avoir conscience de toutes ces choses, de tous ces moyens qui peuvent être utilisés par la menace pour pouvoir casser l'obsèque en même temps de l'investigateur. Tu as même eu des histoires, il y en a deux en fait, à la fois sur ton navigateur et sur des forums de cybercriminels. Sur les navigateurs, en fait, il y a un site que je recommande de tester, c'est AMI-Unique, suis-je-unique.org, AMI-unique.org, où en fait, ils arrivent par différentes techniques, à faire une empreinte unique du navigateur. Et donc, ça veut dire que tu fais ta petite enquête avec ton navigateur de ton PC. Et bah, si tu vas sur un site avec des gens qui savent faire, ils auront une empreinte unique de ton navigateur, ils seront potentiellement capables de te retrouver si tu vas ailleurs avec une autre identité. Il y avait aussi deux histoires rigolotes. Je crois que la première c'était Blizzard et ensuite c'est un groupe de cybercriminels, mais en fait il y avait des gars qui, je crois que c'était sur World of Warcraft, faisaient des screenshots et je crois que c'était du forum, je sais plus, enfin les publiaient et ça emmerdait Blizzard et au bout d'un moment ils ont mis des espèces de watermarks dans le jeu et dans les forums pour que quand il y ait une capture d'écran, je crois que c'était écrit en tout petit et en très très léger en termes de luminosité, genre un identifiant unique, ça permettait de savoir qui était la personne qui avait pris les captures d'écran. Et il y avait eu la même chose sur les forums cybercriminels où en fait tu arrivais sur le forum de cybercriminel, tu prenais une capture d'écran puis après tu faisais ton article de blog en disant oh j'ai vu tel leak, etc. Et donc il y en a qui pareil, quand tu te connectes sur le forum de cybercriminel, sur chaque page entre guillemets tu as ton identifiant unique à toi, mais avec un point de luminosité en plus ou en moins, ce qui fait que les caractères qui changent. Ouais, c'est ça. Donc en fait, toi, visuellement, tu le vois pas, mais en fait, si on augmente la luminosité ou on la baisse, on est capable de voir ton identifiant et de savoir qui a pris la capture d'écran. Donc il y a plein de choses comme ça où il faut faire vraiment très attention parce que les autres ne sont pas mauvais techniquement. Un truc tout bête, quand tu partages un lien YouTube, quand tu partages un lien d'un profil sur Instagram, sur TikTok, etc., je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, pas de les UT, mais dans l'URL ou sur Twitter, tu sais, ils te rajoutent, comment ça s'appelle, je sais pas si... t'as toujours un identifiant qui te permet de suivre par où est transité le lien pour faire le suivi du lien, qui se l'est passé, etc. Oui. Exactement, et en fait, ça t'as des outils pour pouvoir remonter. T'as des mecs qui ont fait du reverse de ce genre de choses, de ce genre d'URL, mais j'ai oublié comment ça s'appelait, pour pouvoir justement désanonymiser et savoir qui a partagé ça et tout ce genre de choses, etc. Il y a aussi le coup des points jaunes sur les trucs imprimés. Sur les imprimantes. Ah oui, sur les imprimantes, qui permet à partir d'une feuille scannée ou d'une feuille imprimée de savoir de quelle imprimante, en tout cas, quel numéro de série d'imprimante qui a sorti ça. En fait, il faut avoir une stratégie de l'équivalent du rupture de protocole dans la cyber. Donc avec du hardware neuf, avec des comptes neufs, avec d'une SIM neuve, enfin vraiment faire une isolation complète, une vraie rupture de protocole. Bah regarde, c'est vachement la mode des log stealers. Ton PC d'investigation, tu t'es fait avoir sur du log stealer, en fait tout fuite et puis toutes tes identités elles ont fuité potentiellement, donc il faut utiliser en même temps tout ce qui est des profils, je sais pas, dans Chrome par exemple ou dans Firefox, mais en fait ça va pas être suffisant peut-être sur certaines menaces et tout ça. Et est-ce qu'il y a des risques juridiques ? Alors oui, mais je ne suis pas juriste encore. Vous connaissez peut-être la jurisprudence qu'il y avait eu au sein de Ikea il y a quelques années. Ikea avait fait des due diligence sur des collaborateurs et en fin de compte ils ont été condamnés pour ça, pour ce genre de choses. Donc oui, il y a des choses. En revanche, pour être honnête, vraiment, je ne suis pas la personne la mieux placée là-dessus, parce que si vous faites de l'investigation pour des forces de l'ordre ou pour du privé, déjà ça ne va pas être les mêmes loi par rapport à cette chose. Bien évidemment, la même chose si vous faites des choses qui sont classifiées secrets ou très secrets, etc. L'autre chose qui est assez intéressante, c'est on a beaucoup de communautés civiles qui aident également les forces de l'ordre,
qui aident des investigations. Vous connaissez tous Bellingcat, je présume, donc qui est cette ONG britannique qui a fait différentes investigations. Eux, ils ont retrouvé par exemple sur l'affaire Skripal, donc Skripal, ancien membre des services de renseignement russes qui a fait défection, qui allait vivre en Angleterre dans la petite ville de Salisbury, qui un jour se retrouve avec une poignée de porte qui est empoisonnée en gros, qui a été empoisonnée par 2 personnes de services de renseignement russes pour l'assassiner. Et aussi, accessoirement, ces personnes voulaient visiter l'église de Salisbury, mais la légende n'a pas trop tenu. Et en fait, là, vous avez un collectif de personnes qui font ça sur leur temps personnel, qui ont fait de l'OSINT. En français, Elliot c'est Higgins, Salisbury. le fondateur... Pardon ? En français, c'est Salisbury. Ouais. C'est ça. Et en gros, Elliot Higgins, la personne qui a créé Bellingcat, elle a créé ça en 2014, homme au foyer qui s'occupe de ses gamins. Un jour, il se dit, purée, c'est ouf la guerre en Syrie, là. Et il commence à traîner sur des groupes Facebook, sur des choses comme ça, sur des profils de personnes sur Facebook, des Syriens qui partagent des photos des tirs de missiles, ce genre de choses. Et il commence à documenter la guerre en Syrie, et notamment des crimes de guerre, tout ce genre de choses. Mais en fait, sans lui, on aurait peut-être... on serait passé à côté de certaines choses. Le MH17, les crashs d'avions, tout ce genre de choses qui ont été faits également par Bellingcat, ce sont des personnes qui n'ont pas un statut de journaliste, qui n'ont pas forcément un statut de force de l'ordre. Et pourtant, ça a été repris après. Ça a été repris pour pouvoir mettre les personnes en cour pénale internationale ou pour pouvoir faire des sanctions. Et en fait, on a aussi besoin de cette société civile. C'est pour ça que Europol, c'est pour ça que Interpol, ils publient les notices rouges, les personnes qui sont les most wanted, les plus recherchées, parce qu'ils demandent en même temps de l'aide de la société civile. On va avoir le programme Trace an Object de Europol, où en gros, ils vous mettent des photos qui sont tirées de contenu pédopornographique, où on enlève les enfants, et on vous dit, vous voyez l'uniforme qui est juste là, ou vous voyez la marque de shampoing qui est juste là, essayez d'identifier ça. Essayez de savoir quelle est la marque de shampoing pour pouvoir savoir où est-ce que la vidéo elle a été filmée. Et en fait, on a aussi un besoin. Donc, c'est pas noir ou blanc. On a besoin aussi de ces communautés civiles qui sont des passionnés, qui vont enquêter et qui vont potentiellement aider des forces de l'ordre. Mais bien évidemment, il y a des règles. On va participer à des programmes officiels. On va pas faire comme certaines personnes, certains influenceurs, se dire ok, on va retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, faire du PMICE sur tout le monde et identifier tout le monde comme le nouveau Xavier Dupont de Ligonnès au Japon, quoi. Est-ce qu'il y a des formations pour ça ? Est-ce qu'il y a des cursus qui permettent de monter son game dans l'OPSEC ? Alors, dans l'OPSEC, aucune idée pour le coup. Moi, à mon sens, dans toutes les formations OSINT que je connais, tout le monde parle de l'OPSEC. C'est vraiment le premier chapitre, c'est la partie prioritaire. En formation que je peux recommander, c'est Open Facto, l'association de journalistes OSINT en France, qui est très bien, qui a été créée en 2019. Ils font des formations qui sont très 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 bien, qui sont vite sold out pour le coup, parce que c'est pas très cher et tout. Donc eux, ils font des choses qui sont assez intéressantes. Mais la formation, c'est ce qu'on s'est dit avec OSINT-FR, c'est aussi nous de faire de la formation. Quand on a des personnes qui vont par exemple venir sur OSINT-FR et qui disent moi j'adore le stalking, en fait c'est aussi notre rôle de dire non mais garçon, par contre le stalking c'est niette. Par contre tu vois toutes les conneries que tu fais là, toutes les compétences que tu as, en fait peut-être qu'elles peuvent être utiles pour pouvoir retrouver des personnes qui ont été kidnappées dans du trafic d'êtres humains, ce genre de choses, mais en respectant bien évidemment l'ensemble des bonnes pratiques et tout ça. Et donc la société civile a aussi un rôle de sensibiliser les différents usagers et de créer des bonnes pratiques. Et si on se dit juste, je sais pas, si le législateur se dit non mais c'est illégal de faire de l'OSINT, non, on est con. Vraiment, et je vais parler avec le fond de ma pensée, c'est qu'en France, on a eu de la chance depuis 2016, depuis 2019, à être ultra actifs. Vous regardez les boîtes OSINT à l'étranger qui sont très demandées par les différentes forces de l'ordre et gouvernements et tout ça, et même par la société civile. On a une communauté en France qui est extra, et en fait, j'ai peur qu'on bride cette communauté, qu'on la défonce, juste pour des questions de légalité, et vous connaissez peut-être l'adage, Américain innove, Chinois copie, et les Français ils légifèrent. Et en fait,
malheureusement, moi je le vois, on est beaucoup dans ça, à se dire « Ah mais oui, est-ce qu'on a le droit de faire ça ?» Tout ce genre de choses, alors que on a des vraies menaces en face, et au bout d'un moment, faut se protéger, et il faut arrêter de se faire bouffer par des acteurs étrangers. On le voit, j'ai une boîte en OSINT, de la concurrence déloyale d'acteurs étrangers, on l'a en permanence. Et ils font des choses qu'en fait on ne met pas en place. Un exemple tout bête, sur Epios, quand je fais une recherche, c'est du live entièrement, on ne crée pas de base de données, on ne stocke rien, mais ça veut dire qu'en fait, bien évidemment, à chaque fois qu'on a une recherche, on a un coût. Alors que d'autres acteurs, eux, vont se dire, ok, pas de problème, moi, dès que les personnes vont faire des recherches, je vais scraper, et je vais tout enregistrer, je vais me faire une base de données que je vais revendre plus tard et je vais économiser des coûts. Mais quand tu fais ton analyse de risque, finalement, ce qu'on voit là, c'est que potentiellement, tu vas devoir peut-être te protéger contre de vrais criminels qui pourraient être tentés de te retrouver, de t'identifier et de venir se venger. Mais si tu te protèges trop, tu feras peut-être des choses illégales et tu devras aussi te protéger contre la justice qui viendra te chercher. Mais la chose qui est assez intéressante, parce que la plupart des auditeurs de No Limit Sécu, c'est des personnes qui sont RSSI, qui bossent dans la GRC et tout ça. Les usages qu'ils vont faire de l'OSINT, ça va être de la Cyber Threat Intel, ok ? Ça va être de la due diligence sur différents acteurs et tout ça. Le fait d'utiliser une application étrangère plutôt qu'une application française, vous savez très bien que certains services dans certains pays, ils n'hésitent pas, services de renseignement, ils n'hésitent pas à donner les capacités ou à donner du renseignement qui a été acquis par un service de renseignement, à des entreprises pour avoir un avantage concurrentiel. Je sais pas, on peut prendre dans l'aéronautique, ce genre de choses, et vous savez à quel point c'est concurrentiel, que ce soit avec des constructeurs européens, américains ou chinois, mais de savoir que par exemple, le RSSI ou l'équipe SOC ou je ne sais quoi de tel opérateur, de tel constructeur d'aviation de tel pays, vient de faire des recherches sur tel groupe de cybercriminels ou vient de faire des recherches sur tel APT bien spécifique, ça peut donner des indications. Et ça peut bien évidemment donner envie à certains services ou à certains concurrents de creuser un peu plus là-dessus et d'utiliser cette faille pour pouvoir bien évidemment avoir des secrets ou pour pouvoir faire de la communication qui s'axe dessus. Et en fait, bien évidemment, on est obligé de faire de l'OSINT, mais on a été obligé d'utiliser un outil étranger parce que, en fait, je peux pas l'utiliser en France parce que, en gros, ça va être illégal ou ça va pas respecter ce genre de choses. Bon, revenons peut-être sur l'OPSEC, justement, c'est comment se protéger. Mais il y a toujours ce risque-là, c'est-à-dire que si on se protège trop, potentiellement, on peut être en contradiction avec la loi aussi, et ça peut venir nous être reproché. Ouais, complètement. Enfin, après, ça dépend toujours du cas d'usage. Si vous êtes force de l'ordre ou si vous faites de la due diligence, etc., c'est pas du tout la même chose. Je vois, par exemple, les cas de Nord-Coréens, justement, de travailleurs nord-coréens. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, aux États-Unis, vous avez beaucoup de personnes qui postulent à des offres d'emploi qui sont entièrement en télétravail de grands groupes américains. Et en fait, ils recrutent des personnes sur des plateformes comme Fiverr, comme Upwork et tout ça, en leur disant, tiens, je te file une trame d'entretien pour telle entreprise, pour avoir un poste de développeur ou d'admin 6 et tout ça. Respecte-le, et en fait, tu vas voir, tu vas être recruté. L'Américain passe l'entretien, génial, il est pris avec brio, trop bien. Ensuite, on lui envoie un PC, bien évidemment, le PC de la société, avec VPN, avec la totale. La personne met le PC chez lui, et en fait, en réalité, les Nord-Coréens se connectent en VPN directement chez lui pour pouvoir prendre le contrôle du PC et rebondir. Et en fait, ils reçoivent de l'argent, un salaire mensuel qui est envoyé en Corée du Nord pour pouvoir financer le programme nucléaire nord-coréen. Et en même temps, ils ont un accès à l'infra pour pouvoir faire de la fuite de propriété intellectuelle et tout ça. Et en fait, la réalité, comment la plupart des personnes se protègent de ça, comment la plupart des entreprises se protègent de ça aux États-Unis, c'est de faire des investigations, c'est de faire des due diligence sur le compte GitHub de la personne, sur son adresse mail, sur son numéro de téléphone. Et ça, pour être honnête avec vous, en France, en Europe, je ne sais pas si c'est légal. Je ne sais pas si tu as le droit de faire une recherche, de voir si l'adresse mail de la personne, elle est utilisée sur tel site web, l'analyse des commits de la personne et tout ça. Et en fait... En tout cas, les cabinets de recrutement, ils s'en privent pas. Hein. Oui, c'est de la prise de référence. En fait, il y a une vraie problématique là-dessus. Et donc là, tu vois, tu as un besoin d'OSINT et tout ça. Et tu vas mettre en place de l'OPSEC, bien évidemment. Mais comment tu fais ? Et c'est pour ça que moi, je m'y connais pas assez sur de la partie juridique là-dessus. Mais
mais c'est quelque chose vraiment à prendre en compte. Donc ça, c'est sur la partie due diligence. Il y a beaucoup d'entreprises en France, notamment des directeurs de sûreté et tout ça, qui vont sous-traiter à des entreprises juste pour faire un transfert du risque, pour pas accepter le risque directement en interne et de dire « Ah ben moi je savais pas, c'est telle entreprise qui a fait ce truc, moi on a un contrat, dans le contrat il y avait écrit qu'il avait pas le droit de faire ce genre de choses. » Et en fait on est un peu dans une schizophrénie sur cette thématique, quoi. Ok Sylvain, est-ce qu'il y a des choses dont tu voudrais parler qu'on n'a pas évoquées ? Ouais, sur la partie OPSEC, sur de la partie OSINT, vous connaissez peut-être Michael Bazel, qui a fait différents outils sur de l'OSINT, qui sont très axés aux États-Unis pour le coup. Mais en fait, il a fait aussi un livre sur de la partie OPSEC qui s'appelle Extreme Privacy, What It Takes to Disappear. Donc ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser potentiellement là-dessus, d'avoir ces indications, ces conseils dans la partie OPSEC. Et après, vraiment, lisez plein de blog posts, tout ce genre de choses. Internet est riche sur ces thématiques OSINT et OPSEC. Et faites attention, faites des due diligence quand vous utilisez un outil spécifique ou une solution. Je peux faire un dernier name dropping. Peut-être que vous connaissez un outil qui s'appelle Lampire, Lampyre. Et en fait, il y a un Allemand, il y a quelques années, qui s'appelle MW OSINT, qui avait fait une enquête sur Lampire, qui était un outil qui était utilisé par pas mal de personnes, et qui a vu qu'en réalité, c'était un ancien du FSB qui était derrière. Et en fait, vous avez beaucoup de personnes qui vont utiliser ce genre d'outil, mais sans savoir que c'est potentiellement un ancien du FSB. Si vous faites une investigation basique sur du criminel de base, vous en avez peut-être rien à faire. Mais si vous bossez sur des thématiques beaucoup plus sensibles, là, ça va être problématique. Donc vraiment, pensez à votre modèle de menace, contre qui on se protège, et creusez sur les différents ouvrages d'OPSEC, et puis normalement, ça devrait le faire. Ça me semble être une excellente conclusion, mais est-ce que tu voudrais ajouter un mot de la fin ? Évitez de faire des erreurs bêtes. Non, vraiment, soyez un minimum parano, c'est toujours ce qu'on a besoin, et ne vous improvisez pas comme justicier du jour au lendemain. Il y a des programmes pour faire ce genre de choses. C'est quelque chose qui est long, qui peut avoir un vrai risque sur votre vie perso, sur votre vie pro. Donc ne vous improvisez pas pour un justicier. Et vous verrez, si c'est des thématiques qui vous intéressent, bien sûr, il y a du boulot là-dedans, mais ça prend du temps. Rome ne s'est pas fait en un jour, et donc on commence avec des petites choses qui ne sont pas sensibles, etc., sur des investigations sur soi-même, sur son entreprise, avec des accords, bien évidemment, avec les autorisations. Et c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc au fur et à mesure, vous trouverez les bonnes personnes qui vous mandateront sur les bonnes investigations en lien avec les forces de l'ordre et tout ça. Et vous aurez une magnifique carrière dans l'OSINT. Merci Sylvain d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Merci. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.